Bonjour, j'espère que la digestion se passe bien, on a été gâtés ce midi. Merci à Jean-Philippe et à son équipe de m'avoir une nouvelle fois invité à Caen, c'est toujours un plaisir. Et puis chaque fois on découvre une autre partie de la ville. Alors on m'a demandé aujourd'hui de vous parler de la ventilation unipulmonaire chez l'enfant. Alors vous allez me dire, ça c'est un truc universitaire, je ne ferai jamais. On ne sait jamais. Donc c'est parfois intéressant d'en avoir au moins entendu parler, comme ça le jour où vous avez la nécessité d'en faire, vous savez comment faire et éventuellement revenir à cet exposé. Donc, parce qu'il y a des indications absolues et des indications relatives. Les indications absolues, c'est l'enfant qui a un abcès pulmonaire et il faut aller l'enlever, on va essayer de ne pas contaminer le poumon du dessous. L'enfant qui a une hémoptysie, et ça arrive, vous allez avoir un enfant, une mucoviscidose qui a une hémoptysie, il faut aller lui faire une angio pour emboliser le vaisseau. Pendant ce temps-là, vous devez protéger l'autre poumon pour pas qu'il se noie. Vous pouvez aller bloquer le côté d'où ça vient. Et encore, on peut faire des lavages pour les protéinoses alvéolaires. Donc, si vous allez à la Réunion dans votre rotation, peut-être que vous devrez en faire. De notre point de vue, c'est souvent pour les thoracotomies qu'on nous demande ça, thoracotomie ou thoracoscopie. Ça dépend des chirurgiens, ça dépend de la lésion, ça dépend s'il est pressé ou pas, parce qu'il y a beaucoup de chirurgiens qui trouvent que ça prend du temps de mettre un bloqueur. Et en fait, ça ne prend pas beaucoup de temps et ça leur fait gagner du temps après. Donc vous voyez ici 3 exemples. En haut, c'est divers exemples de malformations adénoïdes du poumon chez le nourrisson. À droite, c'est un emphysème lobaire. Et donc là, de temps en temps, vous pouvez sauver un poumon. Quand il y a un nourrisson ou un nouveau-né qui a un emphysème lobaire, on dit bon, on va lui enlever son poumon. Vous pouvez toujours proposer d'aller mettre un bloqueur. Ça va permettre à cet emphysème de se résorber et peut-être de finir juste avec une lobectomie ou pas de chirurgie du tout. Et après, vous êtes Tarzan, on vous dit ce type est fou. Non, ça marche. Et là, vous voyez un lavage broncho-alvéolaire, donc il a une sonde dans une bronche et une sonde dans la trachée, et on enlève les crasses qu'il y avait dans un poumon qui l'empêchaient de respirer. Alors, je vous propose de partager cet exposé en 3 parties. Une partie anatomie, physiologie, une partie matérielle, qu'est-ce qu'on a comme matériel pour faire ça, et une partie anesthésie. Alors l'anatomie, beaucoup de données anatomiques dans les livres d'anesthésie pédiatrique reposent sur des données sur cadavres de dissection. Et là, il y a une étude qui a été faite où ils ont fait ça sur des enfants éveillés qui avaient un scanner. Donc il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a pas des effets possiblement délétères qui peuvent modifier l'anatomie, sauf le fait qu'ils sont couchés sur le dos. Ça tombe bien, pour nous aussi, ils sont couchés sur le dos. Et donc, classiquement, on vous dit, mais au plus l'enfant est jeune, au plus la bronche souche, l'angle entre la bronche souche et l'axe de la vertèbre, la bronche souche droite et la vertèbre est aigu. Et si on voyait le corps étranger, c'est souvent à droite, c'est un peu pour ça. Mais quand vous regardez les résultats de l'étude, là sur le graphique, vous voyez que c'est pas si évident que ça, il y a un peu de tout. Donc, méfiez-vous, ça peut être pas aussi simple que vous le pensez. Et si vous regardez la radio là, donc c'est un enfant qui a une malformation adénoïde à gauche, et regardez, sa trachée, elle est tout à fait déviée, et si vous devez aller bloquer la bronche souche gauche chez celui-là, ça ne va pas être simple, parce que c'est tout à fait en dehors des considérations anatomiques. Donc, quand vous devez faire un blocage bronchique, regardez la radio de thorax, parce que peut-être que vous aurez des idées pour aller mettre le bloqueur au bon endroit. Un petit mot de physiologie, quand on ventile quelqu'un sur le côté, le poumon déclive est mieux perfusé par un effet simplement hydrostatique, mais moins bien ventilé parce qu'il y a la pression des viscères, il y a la pression de la table. Donc on a un poumon supérieur qui est relativement mieux ventilé et un poumon inférieur qui est relativement mieux perfusé. Quand vous travaillez sur un seul poumon, le poumon du dessus, il est plus ventilé. Et heureusement, il y a la ventilation hypoxique réflexe qui fait que vous voyez, il y a une grande partie du flux pulmonaire qui est dérivé vers le poumon ventilé. Donc, vous avez parfois une meilleure oxygénation. Ça dépend un petit peu de la fonction pulmonaire avant et du côté. Alors, qu'est-ce que c'est la vasoconstriction hypoxique réflexe? C'est quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. On ne sait pas très bien comment ça marche. Il y a plusieurs mécanismes qui sont invoqués, mais ce qui fait que quand il y a une hypoxie au niveau alvéolaire, il y a une vasoconstriction des petites branches vasculaires qui y vont, et donc il y a une diminution du flux sanguin vers ces zones-là. C'est probablement un vieux réflexe reptilien ou quelque chose comme ça pour préserver l'apport de sang là où c'est le plus intéressant.
le début et la fin, ce n'est pas on-off, c'est souvent progressif. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent qu'il faut faire un préconditionnement. Vous bloquez votre poumon, vous attendez 10 minutes, puis vous lâchez, et puis vous recommencez une demi-heure après quand c'est le moment, et vous aurez une vasoconstriction hypoxique réflexe qui va s'installer plus rapidement. On dit toujours que les halogénés ont un effet inhibiteur sur la vasoconstriction hypoxique réflexe, donc c'est embêtant puisque vous aurez une moins bonne oxygénation. En fait, tant que vous restez en dessous d'une concentration alvéolaire moyenne, il n'y a pas beaucoup de différence et les halogénés et les anesthésiques intraveineux ont le même effet. Donc ça, c'est une photo d'une boulette. C'est réalisé chez l'adulte, à gauche. Vous voyez, ils font une angiographie pulmonaire et personne n'avait vu qu'il y avait une intubation sélective à gauche. Donc vous voyez un poumon gauche qui est magnifiquement vascularisé et un poumon droit. Alors ils ont bien remis la sonde et donc du côté droit, vous voyez la vascularisation qui est identique des deux côtés. Vous voyez que la vasoconstriction hypoxique réflexe, c'est quelque chose qui existe. Ça ne concerne pas les gros troncs, c'est les petites branches bronchiolaires et alvéolaires. Donc c'est quelque chose qui existe et qui est très puissant. Alors, un petit peu de physiologie. Qu'est-ce qui arrive quand on fait une ventilation unipulmonaire? Vous avez un poumon ventilé et un poumon non ventilé. Le poumon non ventilé, spontanément, ce que vous allez essayer de faire, c'est de le ventiler un peu mieux pour avoir une bonne ventilation, pour essayer d'avoir une normoventilation. Donc vous risquez de mettre un petit peu trop de pression et un petit peu trop d'oxygène. Donc vous risquez de produire un volo ou barotrauma. Et si vous mettez un peu d'oxygène en plus, vous aurez un stress oxydatif. Donc il faut faire attention, résister à cette tentation de vouloir normoventiler le patient. On sait qu'il n'a qu'un poumon, donc il faut accepter ça pendant le moment qu'il faut et diminuer autant que possible les conséquences physiologiques. Donc des petits volumes, les pressions d'insufflation les plus basses possibles. Et éviter une FiO2 élevée qui dure trop longtemps. Mais le poumon bloqué, il y a aussi des soucis. Il y a quelque chose de ce qu'on conçoit aisément, c'est qu'il est manipulé par le chirurgien, on met des écarteurs, on le mobilise, donc il y a un trauma tissulaire. Mais il y a aussi un trauma que nous pouvons éviter, c'est le trauma à la reperfusion, à la reventilation. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On nous dit, voilà, ça y est, c'est fini, tu peux reventiler. Ouais, on fait des bons valsalva pour avoir les poumons qui se remettent bien à la paroi. Oui, c'est ça qu'il faut faire, mais il faut faire doucement, doucement. Sinon, vous allez induire de nouveau un volotrauma ou un barotrauma. Vous y risquez d'albimer un peu les alvéoles et la cytokine qui va être produite localement. Et il y aura des dérivés de l'oxygène toxique qui vont être produits aussi. Donc vous aurez toutes des petites lésions qui vont se produire là qui peuvent être mauvaises pour l'évolution post-opératoire. Donc pendant le recrutement alvéolaire, c'est quelque chose qui doit se faire doucement. On n'est pas aux pièces, on n'est pas à 2 minutes près, et avec des FiO2 basses. Quand vous mettez une FiO2 basse, non seulement vous évitez un stress oxydatif, mais vous remettez de l'azote dans ces poumons, donc vous évitez les atélectasies. Donc, la ventilation pulmonaire, c'est quelque chose qui n'est pas physiologique, mais il faut en accepter les conséquences. Ça fait partie de notre job, et essayer que ça dure le moins longtemps possible. Alors ici, c'est une étude qui a été faite sur des cochons, parce qu'on a souvent dit, attention, donc les halogénés, il y a le problème de la vasoconstriction hypoxique réflexe, et quid du reste? Et donc là, ils ont ventilé ces cochons, et puis ils faisaient un test de clampage des vaisseaux, et ils regardaient ce qui se passait au niveau alvéolaire après, en fonction de l'anesthésie. Et donc vous voyez, en gris, c'est les groupes contrôle, en blanc, c'est le propofol, en jaune, c'est le sévoflurane à une demi-mac, ou une concentration alvéolaire moyenne, et vous voyez qu'en fait la production des parensulfates, l'adhésivité des polymorphonucléaires et l'adhésivité des plaquettes était diminuée presque de retour aux concentrations qu'on voyait dans le groupe contrôle en cas de sévoflurane, ce qui n'était pas le cas du propofol. Donc il y a peut-être un intérêt à utiliser le sévoflurane à faible, donc en dessous d'une cam, pour éviter ces effets de toxicité locale de l'ischémie-reperfusion. Une étude faite aux États-Unis où ils ont essayé de voir si le fait de donner des corticoïdes était intéressant. Donc là, ils donnaient de la méthylprénisolone 2 mg/kg une demi-heure avant l'exclusion et ils ont regardé après un certain nombre de facteurs biologiques. Vous voyez là
l'interleukine, la tryptase et les résistances dynamiques du poumon reventilées après avoir été bloquées. Et ils ont vu que ça a amélioré tous ces paramètres-là. Donc peut-être qu'une dose de corticoïdes, à cause de leur effet anti-inflammatoire, serait quelque chose d'intéressant. Maintenant, on va passer au matériel. Et donc ça, c'est un tableau qui récapitule un petit peu tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une intubation sélective. Donc on met en exprès la sonde endotrachéale du côté à ventiler, ou bien on met un bloqueur bronchique, ou bien on met une sonde à double lumière, comme chez l'adulte. Alors si vous voulez faire une intubation sélective, on a des données sur le diamètre des bronches souches droite et gauche. Mais faites attention, les sondes que vous allez y mettre, vous avez le diamètre interne. Donc il faut regarder, avant d'insérer, regarder le diamètre externe de la sonde. C'est écrit sur les papiers, donc ce n'est pas très compliqué. Il ne faut pas prendre un système de mesure. Donc méfiez-vous, de temps en temps, c'est la sonde en dessous de celle qui est écrite là. Donc ça, si vous voulez faire une intubation sélective. Alors comment on fait une intubation sélective? C'est assez simple. D'abord, il y a une chose qu'il faut voir, si vous prenez une sonde à ballonnet, il faut s'assurer que la distance entre le bout de la sonde et la partie proximale du ballonnet est plus courte que la longueur de la bronche souche que vous voulez bloquer. Là, ça, vous pouvez demander au radiologue de mesurer, parce que si le ballonnet dépasse dans la lumière trachéale, il risque de faire une occlusion partielle, ou même il risque bêtement de retomber dans la trachée en cours de positionnement et vous avez tout perdu. Donc il faut regarder ça à l'avance. Alors pour intuber à gauche ou à droite, c'est simple, vous tournez la tête du côté opposé. Je veux mettre ma sonde à gauche. Donc vous intubez comme d'habitude, et dès que vous avez passé les cordes, vous mettez la tête de l'autre côté, vous avancez et vous allez arriver 9 fois sur 10 du bon côté. C'est simple, ça marche. Il faut faire doucement. Le but n'est pas de enfoncer la sonde, vous allez irriter la carène, vous aurez un bronchospasme, vous serez dans les ennuis. Donc c'est des choses qui se font doucement. On peut faire ça. Le seul problème, c'est que quand vous faites une intubation sélective, vous n'avez pas accès aux poumons non ventilés. Et donc, si vous voulez aspirer, si vous voulez faire quelque chose, vous êtes coincé, ou bien vous devez ramener la sonde dans la trachée et vous perdez l'avantage de l'exclusion. Donc, ce n'est pas tout à fait parfait. Pour les bloqueurs bronchiques, vous voyez qu'en fonction de l'âge, il y a différentes choses qu'on peut utiliser, différentes tailles. Alors, on va passer ça en revue. D'abord, chez les tout petits, donc en dessous de 2-3 ans, il faut toujours réfléchir que probablement, si vous êtes perfectionniste, vous allez vouloir utiliser un fibroscope pour aller voir si la sonde, le bloqueur est bien placé. Donc, il faut une sonde suffisamment large pour que et le fibroscope et le bloqueur puissent y être mis côte à côte sans empêcher la ventilation. Et donc, en général, en dessous de 2 ans, ça ne marche pas. Et en dessous de 2 ans, on met le bloqueur en dehors de la sonde d'intubation. Comme ça, on peut utiliser la sonde trachéale comme guide pour le fibroscope pour aller vérifier, puisque la sonde trachéale restera au-dessus de la carène. Alors, on peut utiliser toutes sortes de bloqueurs bricolés. Ça, c'était des bricolages du temps où on n'avait pas les bloqueurs bronchiques de Arndt que vous avez peut-être déjà rencontrés dans votre pratique adulte. Alors, l'avantage de ce système, c'est qu'il y en a 2. En fait, il y a un connecteur spécial qui vous permet, à l'extrême droite, de ventiler. Au milieu, vous avez le fibroscope. Et à gauche, vous avez le système pour introduire le bloqueur. Il y a même un système à vis qui vous permet de bloquer le bloqueur en place une fois qu'il est bien posé. Et donc, vous voyez aussi qu'il y a ici un petit lasso pour guider le bloqueur bronchique jusqu'à l'endroit où vous voulez qu'il aille. Donc on peut mettre, vous voyez, à gauche le bloqueur qui est dans la sonde. Si l'enfant est trop petit, on peut utiliser ça pour mettre le bloqueur à côté de la sonde, mais alors bien sûr on ne passe plus par le raccord sinon on est dans la sonde. Un petit truc, on vous dit oui c'est bien, on met le petit lasso et puis ça va tout seul. Ça ne va pas toujours tout seul. Pourquoi? Parce que vous voyez, le lasso est un peu lâche, parce que ce dont on a peur, c'est de ne pas pouvoir l'enlever. Donc on le laisse un petit peu lâche, et puis on fait aller le fibroscope d'un côté, et le bloqueur, il va de l'autre côté, comme vous voyez là, c'est sur un modèle. Donc l'idée, c'est qu'il faut un tout petit peu retirer le fil du lasso pour le serrer un tout petit peu plus au niveau du bloqueur, comme ça vous allez
mieux solidariser le bloqueur et le fibroscope. Donc comment est-ce qu'on fait ici? On peut faire ça aussi, on peut faire exactement la même chose. Si vous ne voulez pas utiliser le fibroscope d'emblée pour guider, vous faites la même chose, la tête de l'autre côté. Vous voyez ici, la tête est tournée à droite, on met la sonde du côté gauche et vous voyez qu'elle va là. On voit au fibroscope la sonde, le bloqueur qui va du côté gauche. Alors, je vais mettre ma sonde dans la trachée ou à côté de la trachée. Si vous voulez mettre la sonde à côté de la trachée, le plus simple, c'est vous endormez le patient, vous faites une laryngoscopie et vous mettez d'abord votre bloqueur en tournant la tête pour qu'il aille si possible du bon côté, et puis vous reventilez, puis vous mettez votre sonde trachéale comme si de rien n'était, et puis vous vérifiez. On verra tout de suite comment on vérifie. Une autre façon de faire, qui est un peu plus sophistiquée, mais pourquoi pas, c'est de dire, j'ai fait une intubation sélective avec ma sonde, je glisse le bloqueur dedans, je retire ma sonde, et si je vais laisser le bloqueur à l'intérieur de la sonde, je laisse tout comme ça. Si je veux mettre la sonde à côté, je retire ma sonde en dehors du patient et je mets une autre sonde à côté. Mais voilà. Je ne fais pas comme ça, mais si vous n'êtes pas très à l'aise avec le fibroscope, ça peut marcher. Donc vous voyez ici, ils ont mis en A, on met le fibroscope dans la bronche à bloquer. En B, on met la sonde endotrachéale. En C, ils mettent le bloqueur, puis ils retirent la sonde, et puis voilà, après ils ont laissé la sonde endotrachéale en trachéale, et vous avez le bloqueur en trachée. C'est un peu stimulant pour la carène, c'est pour ça que j'aime pas beaucoup. Donc c'est la même chose ici, c'est simplement montrer l'image. Vous voyez le bloqueur bronchique qui est passé par la bouche, et ici les deux grosses flèches, c'est la sonde endotrachéale qui a été utilisée pour le poser, qui restait chargée sur le bloqueur parce que il voulait mettre le bloqueur à côté de la sonde. Il y a plusieurs autres systèmes qui existent. Ça, c'est quelque chose d'un petit peu ancien qui est pratiquement disparu. C'était assez élégant parce que c'était une sonde d'intubation classique et puis il y avait un petit canal sur le côté, on pouvait pousser un bloqueur et puis donc c'était assez simple, mais finalement ça n'a pas eu beaucoup de succès, notamment parce que c'est assez grand. D'autres choses existent sur le marché qui sont des copies, qui sont un mélange des copies du bloqueur de Arndt, mais qui sont un peu plus rigides. Parce que le bloqueur de Arndt, il est très chouette, mais de temps en temps, il est un petit peu trop mou, et donc c'est pas toujours facile de le guider. Ça, c'est un peu plus rigide. Ça, c'est la version japonaise. Ça, c'est la version chinoise. Donc, c'est des copies un peu... Quelque chose à laquelle on ne pense pas souvent, c'est qu'on peut aussi utiliser un bloqueur bronchique dans un masque laryngé. Donc si vous avez un patient qui a une sténose trachéale ou des cordes vocales un petit peu fragiles qu'on ne veut pas les titiller avec une grosse sonde, vous pouvez faire ça. Il faut bien sûr avoir un très bon chirurgien, très doux, pour pas qu'on mobilise la sonde pendant le travail, mais ça a été fait, ça a été décrit, on a failli le faire, on n'a pas eu besoin. Oh. Ça, c'est un autre système qui existe, où il y a deux bloqueurs, donc c'est un système où il y a un cathéter en Y, et bon, vous pouvez soit gonfler un côté ou l'autre côté, c'est EZ, ça s'appelle. Il n'y a pas beaucoup d'expérience chez l'enfant. Il y a une étude qu'ils ont essayé chez 11 cas, vous voyez des enfants quand même assez grands, 5 à 17 ans, en extraluminal, et il y a eu 3 échecs. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. J'ai utilisé quelques fois chez l'adulte, c'est pas... Non, rien ne vaut un bon vieux cathéter de Arndt. Quelque chose auquel il faut faire attention, c'est la pression dans le ballonnet. Parce que même si on mesure la pression avec un manomètre, ce qu'on mesure dans le ballonnet ne représente pas la pression exercée sur la muqueuse bronchique, qui est quand même quelque chose de fragile. Et il y a eu quelques cas dans la littérature de nécrose de la muqueuse bronchique sur insufflation trop importante du ballonnet. Et notamment, c'était avec des ballonnets à haute pression, petit volume, haute pression, comme par exemple les sondes de Fogarty. Donc il faut faire attention. Et les gens se sont amusés à regarder ce qui se passe. Donc ils ont pris des trachées de cochon, des broncheuses de cochon, pardon, dans les 2 heures qui suivaient le décès pour qu'elles soient encore fraîches. Ils ont mis des petits chips sur la muqueuse pour mesurer la pression et puis ils ont testé toutes sortes de bloqueurs. Et vous voyez que si la ligne rouge pointillée, c'est là à peu près 20 mm de mercure, donc c'est la pression de perfusion capillaire.
qu'on croit qui est la meilleure. Et vous voyez quand on donne un peu plus que 2 millilitres dans ces ballonnets, qui étaient les plus petits, vous avez tout de suite des pressions qui montent de façon extraordinaire. Donc il faut être prudent, ça peut être dangereux. Donc il vaut parfois mieux mettre une sonde, un bloqueur plus gros, pour pouvoir mettre des pressions plus petites si vous devez trop gonfler votre ballonnet. Alors maintenant, les sondes à double lumière, ça vous connaissez. En général, ce qu'on utilise, c'est les sondes gauches. Et souvent, les sondes qu'on utilise, les tailles qu'on utilise chez les enfants, il n'y a pas comment on appelle ça, d'ergot. Donc il faut faire attention, ça bouge plus facilement. Alors, c'est la même chose que chez l'adulte. Point de vue taille, je ne sais pas si... Voilà, point de vue taille, c'est en général à partir de 8 ans. Mais 8 ans, il faut voir la taille, le poids. 8 ans ne veut pas dire... Il peut y avoir des malformations, ça peut être une mucopolysaccharidose. Enfin, il faut garder taille et poids pour être sûr que ça marche et éventuellement faire des mesures au scanner pour être sûr que la sonde que vous avez utilisée ne sera pas trop grosse. Alors pour le faire, c'est pas compliqué, mais je pense qu'il faut répéter le geste juste avant. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire quand on fait ça, c'est je fais un blanc à côté. Je tchac. Parce que sinon, c'est comment on n'a pas le temps, il faut faire ça de façon douce et presque automatique. Donc vous répétez à côté, je passe, donc j'ai un tube comme d'habitude avec la concavité vers le haut. Quand j'ai passé les cordes vocales, ici c'est un tube gauche, je tourne à 90 degrés vers la gauche et j'avance doucement. De nouveau, c'est pas un coup de poignard que vous donnez, on avance doucement pour éviter de léser les structures la trachéale. Et après, on va vérifier. Alors, comment on vérifie si un bloqueur ou une sonde de double lumière est bien placée? Le mieux, c'est la fibroscopie. On peut aussi utiliser l'ampli de brillance. Ça, c'est tout simple. Vous mettez l'ampli de brillance, vous regardez où est la sonde au niveau de la carène. De temps en temps, vous allez voir que les deux côtés que tout est du même côté. Bon, c'est raté. C'est déjà une chose. Et puis, vous mettez au niveau des deux diaphragmes, et puis vous bloquez un côté ou l'autre, et vous allez voir quand vous ventilez, si ça bouge du côté qui n'est pas bloqué, c'est que c'est bon. Ça expose au rayon, mais c'est très rapide et c'est très intuitif. On peut faire l'échographie pulmonaire et regarder si le glissement pulmonaire disparaît du côté bloqué. Ça, c'est vrai en théorie, mais il faut être quand même un peu habitué parce que de temps en temps, les mouvements transmis peuvent rendre l'interprétation de l'image un peu compliquée. Donc, il vaut mieux regarder à distance qu'ici, par exemple, parce que vous risquez d'avoir... Est-ce que c'est le glissement? Est-ce que c'est le mouvement transmis du côté opposé? Donc il faut faire attention. Et bien sûr, il y a l'auscultation, mais qui est... L'auscultation, si c'est bon, c'est bon. Mais quand c'est douteux, ça ne veut rien dire du tout. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, l'endoscopie bronchique, là... En fait, c'est simple, parce que si vous le faites, vous allez dire, vous mettez votre fibro, et puis tout le monde regarde, et puis on se rend compte que c'est où la gauche, la droite, le haut, le bas... Et alors on tourne, on chipote et on ne sait pas. En fait, c'est simple. Les anneaux trachéaux, c'est toujours vers... Vous mettez les anneaux trachéaux vers le haut. Comme ça, c'est tout bête. Mais quand on ne sait pas, on peut s'y perdre beaucoup. Donc les anneaux trachéaux sont vers le haut, à gauche c'est à gauche, à droite c'est à droite. Quelque chose qui peut arriver, vous avez tout fait, ça devrait bien marcher, puis ça ne marche pas. Et c'est du côté droit, c'est la bronche trachéale. C'est quelque chose de rare, ce qu'on appelle la bronche du cochon. Parce que les cochons, ils ont une bronche comme ça, et en général, elles ventilent le lobe supérieur droit. Donc si vous devez faire une exclusion à droite et que vous ne l'avez pas vu, c'est embêtant. Donc il faut y penser, ça peut arriver, et donc il suffit parfois de mettre un autre bloqueur dedans. Voilà. Donc, mais c'est une cause d'échec, notamment chez les petits trisomiques 21 ou en cas d'atrésie de l'œsophage. Alors, voilà, pour l'anesthésie, on y arrive. Première chose, c'est un thorax, il faut les garder secs. C'est un bon vieux principe, il n'y a jamais personne qui a prouvé ça, mais si vous mettez trop de flotte, trop de liquide à un patient opéré du thorax, il va faire des complications pulmonaires parce qu'une partie du liquide que vous avez donné va aller se mettre dans les tissus interstitiels. Donc il faut les garder secs le plus possible. Laryngoscopie avec curarisation et locale de glotte pour diminuer les conséquences hémodynamiques de la laryngoscopie. N'oubliez pas que vous allez titiller cette glotte pour mettre le bloqueur ou pour mettre la sonde à double lumière, donc ça va être un gros stress,
méfiez-vous, vous risquez d'avoir des petits ennuis à l'extubation aussi. Mettre des corticoïdes, pourquoi pas? En fait, 2 mg kg de méthylprédnisolone, c'est à peu près 0,5 mg de Dexa. Donc, vous doublez à peu près votre dose de Dexa habituelle. Bon, ça ne mange pas de pain, ça ne fera pas de tort. Essayez de préserver la vasoconstriction hypoxique réflexe, donc utilisez des concentrations faibles de CEVO. Votre patient est de toute façon curarisé, vous pouvez mettre d'autres choses avec. Et il faut tolérer une certaine hypercapnie permissive, parce que vous n'avez plus qu'un poumon, et en plus le chirurgien il va injecter du CO2 dans la cavité. Donc il faut faire attention à ça. Donc vous tolérez 50-55 de CO2 expiré, c'est pas mal. À moins qu'il y ait une contre-indication à avoir une hypercapnie. Alors là, peut-être que l'exclusion est aussi à discuter avant. Des petits volumes courants, éviter le barotrauma, le volotrauma. Vous pouvez ajouter une petite PEP. Souvent, ce qui est utile, c'est d'augmenter un tout petit peu la fréquence respiratoire. Comme ça, vous aurez un balayage plus important du CO2. Personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est qu'une fois que le bloqueur ou la sonde à double lumière est en place, je le laisse en place. Je laisse le ballonnet gonfler et j'exclus. Ça permet à la vasoconstriction hypoxique réflexe de s'installer tout doucement. Et vous allez voir que le temps qu'on s'installe, il y a une demi-heure qui passe, vous allez voir qu'en fait, vous étiez à 80% de FiO2 pour avoir une saturation à 95%. Et au moment où on commence vraiment les trucs, vous êtes à 60 ou 50%, parce que vous avez pu diminuer votre FiO2, parce que la vasoconstriction hypophysique réflexe s'est bien installée. Tandis que si vous attendez que le chirurgien incise pour gonfler votre ballonnet, d'abord il y a une chance sur 2 que tout ait bougé pendant le positionnement, et votre vasoconstriction hypophysique réflexe ne va pas s'installer tout de suite. Donc vous risquez d'être plus ennuyé en termes d'hypoxémie péropératoire. Et enfin, à la fin, quand on vous demande de recruter, faites doucement, doucement, avec la même FiO2 que vous avez utilisée pendant la ventilation. Il est inutile de mettre 100% d'FiO2. Des Japonais se sont intéressés à la ventilation protectrice pendant ventilation unipulmonaire. Et alors, il faut un peu faire attention à la méthodologie parce que qu'est-ce qu'ils appellent ventilation protectrice? Ce n'est pas peut-être la même chose que nous. Donc ils avaient 2 groupes, un groupe contrôle qui était ventilé avec 10 ml/kg de volume courant et puis qui passait à 8 ml/kg sur un poumon avec 100 PEP, et l'autre qui était le groupe protégé, le volume courant était à 6 ml/kg et puis il descendait à 4 ml/kg et il mettait une PEP à 6. Et dans les 2 groupes, donc c'était en volume contrôlé, ce qui n'est pas tout à fait dans nos habitudes. Et dans les 2 groupes, ils mettaient une FiO2 à 100% pendant la période d'exclusion. Ce qui, c'est un petit peu embêtant d'un point de vue stress oxydatif. Qu'est-ce qu'ils ont montré? Mais il y a moins de complications post-opératoires si vous faites une ventilation protectrice. On pouvait s'en douter, voilà, c'est la seule étude qui existe. Donc essayez, je le répète, de diminuer le volotrauma et le barotrauma. Est-ce qu'on peut avoir des complications? La première complication, c'est le bloqueur ou la sonde à double lumière qui bouge et d'un coup, vous ne pouvez plus ventiler pendant l'opération. Si ça arrive, vous dégonflez. Il ne faut pas commencer à... Vous dégonflez le ballonnet et vous allez de nouveau pouvoir ventiler. Ce sera un petit peu compliqué pour le chirurgien. Vous pouvez essayer de remettre en place sous chirurgie, mais c'est un petit peu aléatoire. Mais première, c'est pour sauver la vie du patient. Il est hypoxémique, on ne parvient pas à bien ventiler. Dégonfler le truc, c'est qu'il y a quelque chose qui a bougé. Ce qui peut arriver, le chirurgien manipule les bronches, donc ça peut arriver, c'est pas une faute. Il peut y avoir une ischémie de la muqueuse bronchique, mais si vous faites attention aux pressions, il n'y a pas beaucoup de soucis. On peut aussi voir que ça ne marche pas bien. Vous faites engueuler, puis il faut attendre que ça passe. Ce qui arrive de temps en temps, c'est que le chirurgien, dans son enthousiasme, soit suture le bloqueur à la trachée, et puis quand vous voulez l'enlever, ça ne vient pas, ou qui coupe. Ça arrive de temps en temps, tout le monde, voilà. Il faut y penser, quand il y a un gag bizarre, il faut penser à ce genre de truc tout à fait inattendu. Hypoxémie post-péropératoire. Hypoxémie péropératoire, ça arrive. C'est plus fréquent chez les plus petits, et là aussi on pouvait s'y attendre, ils ont une consommation d'oxygène plus importante. Donc c'est fatal qu'il y a plus souvent des hypoxies
chez les plus petits. C'est plus fréquent si c'est le poumon droit qui est exclu, c'est normal puisque c'est le plus grand poumon. Et c'est plus fréquent si c'est une intubation sélective plutôt qu'un bloqueur. Ça, c'est un peu mystérieux, je ne sais pas. Peut-être que le bloqueur, c'est parce qu'il mettait une petite PEP un petit peu de gaz sur la lumière du bloqueur. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme souci? On peut en avoir pendant l'exclusion et après l'exclusion. Pendant l'exclusion, c'est le bloqueur qui a glissé dans la trachée, donc on dégonfle et puis voilà. La sonde bouchée par les sécrétions du sang, c'est compliqué. Vous avez difficile à ventiler. Alors, est-ce que c'est un bronchospasme parce que on manipule le poumon et est-ce que c'est du sang? Est-ce que c'est du mucus qui s'est un petit peu coagulé? Et le chirurgien est en train de travailler et vous n'avez pas trop envie de lui dire est-ce que je peux aspirer? Donc il faut à un moment dire ça va plus, stop. Et parfois rien que le fait de dire stop, vous allez voir qu'en fait il y avait la trachée qui était tordue ou un truc comme ça. Donc ça peut arriver, il faut communiquer pour éviter des choses stupides. Mais donc ça peut être un bronchospasme aussi. C'est toujours intéressant aussi d'une fois aspiré dans la sonde, on va travailler sur les bronches, ça va un peu saigner, donc il y aura du sang dans la trachée. Donc c'est inévitable qu'il y ait du sang dans la trachée qui peut coaguler, espérons qu'il coagule. Mais ça peut être aussi une source de soucis. Après la reventilation, vous êtes content, tout va bien? Non. Qu'est-ce qui peut se passer? La sonde est bouchée par les sécrétions ou du sang. Ça arrive. Donc, mon dernier jour en salle, on m'a appelé parce qu'il y avait un enfant qui avait eu une thoracoscopie pour retirer une malformation adénoïde. Tout le monde était content, il était sur le dos et pas moyen de le ventiler. Et donc on avait appelé l'ampli pour voir s'il n'y a pas un pneumothorax, pourtant le drain brûlait bien, enfin on se fait bout. Et donc on m'a appelé, et alors, en fait c'est typique, vous avez un ballon, vous parvenez à pousser quelque chose dedans et il n'y a rien qui revient. Quand vous avez ça, je pousse, je parviens à faire passer, il n'y a rien qui vient, il faut penser à un effet valve. Ça passe, et puis ça ne revient pas. Quand vous ventilez au ballon, d'habitude, il y a l'expiration qui revient, vous avez quelque chose qui revient. Donc quand vous n'avez pas ça, pensez effet valve. Donc je me dis, quelque chose qui ne va pas. J'ai passé une sonde d'aspiration en me disant, la sonde est bouchée, rien. Puis j'ai réaspiré en faisant attention à un petit détail, la longueur de la sonde. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais mettre que ça de la sonde, alors que j'aurais pu en mettre 8 ou 9 cm. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la sonde. Donc qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Enlever la sonde. Et il y avait, c'est un autre cas, mais il y avait un gros caillou dedans. Et donc, d'un coup, tout était résolu. L'enfant avait une bonne saturation, n'était plus à 3 de tension, parce que c'est l'équivalent d'un pneumothorax sous tension, et ça peut finir en pneumothorax, parce que si on pète les alvéoles. Donc, pensez-y. Je mets du gaz, il n'y a rien qui vient, effet valve, effet clapet, il faut faire quelque chose. Et on peut aussi avoir un édème pulmonaire post-réexpansion, ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver. Pour l'analgésie post-opératoire, vous avez le choix. Alors souvent on dit oh, mais c'est une thoracoscopie, ça fait pas mal. Ce qui fait mal après la thoracoscopie, c'est le drain thoracique. Donc c'est sûr qu'une thoracotomie, ça fait plus mal qu'une thoracoscopie, surtout si on infiltre les pores des trocars, et c'est le drain thoracique qui fait mal. Et donc il faut y penser à ça. On dit même s'il n'a son drain que pendant 6, 7 ou 10 heures, c'est le drain qui fait mal. Donc il ne faut pas hésiter à être un peu agressif et à faire un bloc qui marche. Votre enfant va bien respirer et il sera d'autant plus vite débarrassé de son drain thoracique. Donc vous pouvez faire une périthoracique, un bloc paravertébral, un érecteur du rachis, ou bien s'il n'y a pas moyen, vous pouvez faire de l'analgie systémique, mais là c'est de nouveau, comme on l'a dit tout à l'heure, une place où l'anesthésie locorégionale pour les thorax, c'est vraiment génial. Voilà, quelques références si vous voulez approfondir.